Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Après s'être attaqué du côté de la TNA Under Sage, du côté de Brampton, Ontario au Canada, maintenant on passe du côté de Tampa en Floride pour The Saturday Night Main Event 2025. Donc oui, c'est dans ce show auquel je vais m'éterniser un petit peu dessus. Enfin, pas trop longtemps, j'espère. Mais voilà tout. Je préfère démarrer cette vidéo ainsi pour éviter de perdre le plus de temps possible, même si je vais pas vous le mentir, les minutes pourraient passer. Donc j'ai regardé la carte, il n'y en a que 6 matchs, dont un du pré-show et on va dire 5 sur la carte principale. Pourtant celui du pré-show Countdown Kickoff, je l'ai pas, on va dire, vu pourtant. Mais bon, c'est un match par équipe entre The American Made, justement par les Creed Brothers, Brutus Creed et Julius Creed, qui affrontent The LWO, The Latino World Order, avec Joaquim Wilde et Cruz del Toro. Comme je l'ai dit, le match je l'ai peut-être pas forcément vu, mais j'imagine qu'il y a eu de la voltige style lucha, et plus la partie où il y avait puissance et technique de la part des American Made. Après tout, ben, vu comment j'ai le résultat sous les yeux, c'est la victoire d'American Made qui remporte le match par équipe. Et que ce match, c'est vrai qu'il sort un peu de nulle part. Tu te demandes où ça se fout là, et que ça nous intrigue pas, même pas d'iota. Donc voilà tout. Maintenant, on passe à la carte principale. Et dans la carte principale, ben, c'est encore un match par équipe. Dans un show qui est censé être vintage, entre guillemets. Mais on sent qu'il y a quand même une légère nouveauté. Et que c'est pas vraiment vintage, hein, si vous voulez mon humble avis. Mais bon, dans le match par équipe, ben, c'est tout simplement Seth Rollins qui fait équipe avec Bron Breakker, qui est accompagné par Paul Heyman, et qu'ils affrontent CM Punk et Sami Zayn. Donc, tout l'history, est-ce que j'ai besoin vraiment vous le décrire, si ce n'est que Paul Heyman a trahi CM Punk, et du coup, ben, CM Punk doit se débrouiller tout seul, tandis que Roman Reigns est chez lui en train de prendre des vacances, parce que oui, il faut le dire, au bout d'un moment donné, je commence vraiment à dire que ça se voit qu'il n'aime pas vraiment être impliqué dans l'histoire auquel il est déjà impliqué dedans, et que c'est tout le temps les autres qui doivent faire le boulot à sa place. Donc pour ça, c'est pas très, on va dire, esprit assez bonne. C'est pas une très bonne esprit, si vous voulez mon avis. Bon, est-ce que j'ai besoin de décrire? Il y a que de la brawl. Parce que oui, que de la brawl. La brawl, la brawl, la brawl. Tout se rime avec de la brawl dans ce match-là. À tel point que, certes, il y a eu du changement en équipe, même si on sait que ça partait déjà en couille d'avance. Je crois qu'il y a eu un ref bump. J'en suis pas forcément sûr, mais je crois qu'il y a eu un ref bump. Parce qu'il y en a un qui fait son retour de blessure et qui va attaquer sauvagement CM Punk. Eh bien, il s'agit de Big Bronson Reed, qui fait son retour et qui est en train de donner la victoire à l'équipe de Rollins et Breakker. Et du coup, forcément, cela ne me surprend pas, vu comment c'est victoire de Breakker et Rollins. Et que j'ai l'impression que Bronson Reed, il fait partie déjà de leur faction. Vu comment, par la suite, CM Punk monte sur le ring, un peu groggy, un peu KO, et que Bronson Reed va lui, on va dire, lui faire un Rolling Senton pour le détruire. Ils vont s'acharner à 3 sur CM Punk, sur Sami Zayn également, jusqu'à ce que forcément Bronson Reed va se lancer avec son fameux tsunami, donc le tsunami splash. Et voilà comment, on va dire, son arrivée dans le roster et plus dans l'équipe
laisse penser de dire, il serait forcément un bon atout dans leur équipe. Bon, on va voir à quoi ça pourrait donner, mais on connaît pas le nom de leur équipe. Bizarrement, on connaît pas le nom. Et on craint, en tant que fan un peu sceptique que je peux être dans cette histoire, ça pourrait peut-être être un flop si ça marche ou ça marche pas. Mais bon, on croise les doigts. Ah, faut dire ces temps-ci, la WWE, certes, ils font des shows presque à gogo, des bons matchs par-ci par-là, mais quelques histoires un peu montées de toutes pièces, mais qui ne va pas tellement loin. C'est vrai que parfois il y a un côté amer qui ressort dans leur booking, hein, parce que ces temps-ci, depuis, on va dire, depuis les autres mois, quoi, certes, les fans ne sont jamais, certes, contents, mais parfois pour une certaine bonne raison. Et parfois ma raison, bah, je n'ai pas trop forcément de raison parce que je n'ai pas toujours raison ni tort. Pour, euh, pour vous dire à quel point je ne suis pas non plus le plus qualifié au monde, mais j'essaye de mieux comprendre la chose. Parfois un peu à l'arrache, un peu comme si j'étais dans la lune, mais j'essaye de mieux comprendre. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire revenir à cette histoire de ce qui s'est passé lors du week-end de WrestleMania. Bah, il y a eu forcément un show, entre guillemets, d'humoriste, auquel ça parlait de blagues racistes, ça parlait de blagues sexistes, bref, des blagues en gros qui ne font même pas rire. Et du coup, quand j'ai vu ça et que je me suis dit, mais attends, mais dans quel monde tu peux dire ça bah, vis-à-vis des lutteuses et également un catcheur qui a des origines autrichiennes euh, qui, euh, qui fait apparemment la fête allemande de l'anniversaire de Tonton H. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans quel monde tu peux dire ça? Ça fait même pas drôle. Et après, bien sûr, ça parlait même des anciens catcheurs qui ne sont plus de la WWE, notamment Jinder Mahal, en disant qu'il avait la crise de la quarantaine et que il fait du terrorisme. Bref, c'est c'est très mauvais goût tout ça, c'est très très mauvais goût. Bon après, je pourrais vous en citer plus, hein, même en disant à la femme du Miz et à la femme de l'Undertaker, donc Maryse et Michelle McCool, en parlant de leur entre guillemets orientation sexuelle. Si je me rappelle bien, il y a celui de Michelle McCool en disant si elle est dans le Hall of Fame, c'est parce qu'elle aurait bah, baise quoi, avec, avec les dirigeants pour être dans le Hall of Fame. Ça, je n'aime pas du tout entendre ce genre de truc car ce n'est pas drôle, vraiment pas drôle du tout. Ou encore avec Polyman, on l'essayait de faire qui fait de l'humour sur le sexe et malheureusement ce n'était pas drôle. Je peux vous le dire, ce n'était pas drôle. Ou encore en parlant de Maryse, eh ben, en parlant de son vagin quoi. Et je me suis dit mais quoi? C'est censé faire rire? Mais vous êtes malade la WWE, vous êtes vraiment malade. Et puis ça conclut en disant si vous n'avez pas aimé le week-end de WrestleMania, allez vous faire foutre. Donc ça c'est Triple H qui l'a dit avec ses paroles. Bon déjà, on a eu un week-end un peu fou de WrestleMania, donc du mois passé. Et c'est comme ça comment la WWE nous crache dessus. Alors qu'il y a des fans qui payent des pots de vin de leur show avec la carte qui n'est pas, on va dire, à la hauteur en termes de qualité in-ring ou parfois en qualité de créatif original. Et c'est comme ça comment tu remercies. Il y a des moments, c'est vrai que on a envie d'en vouloir terriblement à la WWE. Terriblement. Faut dire, même si ça a été comme ça depuis des lustres et des lustres, sous Vince McMahon, mais là, on va dire, depuis que McMahon n'est plus dans la compagnie, je me dis, certes, avec lui, quand il était là, c'était pas toujours parfait, mais ça n'a pas toujours été de la merde, mais que là, on arrive à un stade auquel on assiste à des shows moyens, avec beaucoup de sponsors qui font un peu casser
un peu tout le code du catch, quoi. On se dit, bah, pourquoi faire ça, franchement, pourquoi? Et que, en sachant que tu changes les mentalités, on veut faire des bons matchs, on veut créer des moments, euh, même créer des bagarres pour raconter une histoire. Donc eux, maintenant, ils veulent fonctionner comme ça. Que ce soit la bonne ou mauvaise, c'est trop redondant, je trouve. C'est trop redondant. Et après, la manière de comment Triple H il book ses shows, ça me laisse envie de dire, en fait, on croyait que c'était une bonne chose, mais en vérité, c'est un peu comme McMahon au départ, et même maintenant Tony Khan, quoi. C'est qu'il est en train, on va dire, de essayer de pondre quelque chose qui est censé être génial, mais qu'en vérité, ce n'est pas génial. Surtout au niveau pub marketing, je me rappelle de ce, on va dire, pub marketing pour WrestleMania 41. On dit, ouais, ce sera le WrestleMania très légendaire, ce sera, on va dire, de la pure folie, ce sera de la pure dinguerie, et que ce sera légendaire. Mais la vérité, dans tout ça, ça n'a pas du tout été légendaire. Au contraire, ça a plutôt desservi plus qu'autre chose. Et je crains fort que ce WrestleMania 41, beau que je l'ai aimé, ne sera pas forcément l'un des meilleurs WrestleMania ever. Malheureusement, dans le mauvais sens du terme, je pense. Ah, des fois, je me demande s'il a pas forcément assez de melon, Triple H, parce que j'ai l'impression qu'il commence à avoir le melon. Et forcément, quand t'as un sacré melon, bah tu peux pas apprécier tout ce que tu vois. Clairement pas du tout. En sachant qu'ils se mettront en avant vis-à-vis des autres, que il a ses propres chouchous. Attention, dans le catch, c'est bien d'avoir ses propres chouchous, mais d'un autre côté, quand tu les, on va dire, glorifies as fuck jusqu'à l'overdose, au bout d'un moment, on ne sera pas trop de cet avis. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je me demande, qu'est-ce qui se passe avec la WWE et The Rock? Qu'est-ce qui se passe? Parce que The Rock, il y a plus de 2 ou 3 mois, je crois. Je crois quelque chose comme ça, pardonnez-moi pour le hockey, et un petit peu pour le roi. Au début, c'est vrai qu'il nous avait annoncé un WrestleMania à la Nouvelle-Orléans, donc WrestleMania 42, et que bizarrement, Triple H fait une annonce comme quoi il n'y aura pas de WrestleMania 42 à la Nouvelle-Orléans, car on ne sait pas où il va accueillir WrestleMania 42 dans n'importe quelle ville, et qui décide à la place que ce soit le Money in the Bank à la Nouvelle-Orléans. Et du coup, je me dis, mais attends, pourquoi tout ce chamboulement? C'est quoi cette histoire? Est-ce que The Rock, il est, on va dire, retiré de l'équation de TKO? Ou alors est-ce que c'est la WWE par TKO qui ont, on va dire, le dernier mot à propos de ça? Parce que c'est assez bizarre. Vraiment, c'est assez bizarre. Et qu'on se dit, mais il se passe sûrement un truc. Alors oui, on est d'accord, The Rock, il nous a parfois trop fait déçus. Il nous a un peu trop tapé sous le système. Mais j'avoue, quand il est là, ça fait monter les audiences. Et que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'il fait de la fraude ou pas, bah, ça a l'air intéressant quand il est là. Parce que quand il est là, il se passe quelque chose. Et c'est tellement bizarre qu'il n'est plus dans l'équation avec John Cena. Comme quoi, John Cena, c'est sa marionnette, il la contrôle. Ça, c'est assez bizarre, clairement bizarre. Et auquel je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, bordel de merde. Bref, je m'égare de tout ce que je voulais dire à propos de ce show, mais bon, au bout d'un moment donné, il faut un peu se remettre en question. Et que c'est tellement triste que la WWE en est arrivée là, en 2025, un peu comme en 2024, 2023, bref, les autres années. Et que pour ça, certes, je regarde toujours les shows d'actuels, mais je peux pas m'empêcher d'avoir un regard sur le passé, à quel point c'était bon. C'est le côté nostalgique pour moi qui parle, et que j'aimerais tellement que ce soit un peu comme à l'époque, à l'heure actuelle, mais façon améliorée en mieux. Pas toute cette facilité de booking trop paresseux. Ah, on sait pas dans qui il va affronter. Ah, on va le mettre face à un tel, sans trop raconter l'histoire.
Parce que ça, c'est vraiment le problème majeur hein, du booking. Hein. Pour la EW, on sait que leur problème, c'est tuer la logique et de faire des bons matchs pour faire des bons matchs, des spots pour faire des bons spots, du sang pour faire du sang, toute cette connerie pour faire toute cette connerie. Ça, c'est un peu leur problème auquel je voudrais qu'ils améliorent le truc. Mais comment leur faire améliorer le truc si s'ils changent pas les choses? Et ça, c'est clairement pas normal. On a beau, on va dire, critiquer, mais quelque part, nous les fans, on les arrivera pas forcément à les convaincre. Dans les deux structures, qu'ils soient rivales ou non. Bref, je m'égare un peu, je décide de poursuivre au match de la carte, vu comment j'ai cité le premier et le deuxième très rapidos. Maintenant, match pour le titre féminin des États-Unis de la WWE. Zelina Vega contre Chelsea Green, accompagnée par sa sécurité personnelle, Alba Fire et Piper Niven. Donc tout ça pour le titre. Et en sachant que ce match-là, il était ajouté comme ça de manière rapidos. Donc ils se sont dit, on a besoin de remplir une carte de Saturday Night Main Event. On va mettre les deux pour faciliter les choses. Trop dans la précipitation, je trouve que certes Saturday Night Main Event, ça peut être intéressant à regarder, mais quand tu le bookes un peu de manière très mal fichue, tu te dis ah je comprends pourquoi ceux qui regardent déjà sur place ou même en train de streamer ou en train de regarder de manière très normale dans son écran, on se dit on comprend pourquoi il y en a qui sont pas trop dedans et que ce show leur donne pas envie. Pourtant, c'est loin d'être terminé avec les Saturday Night Main Event. Hein. Ça peut encore durer encore 1 ou 2 mois avec ça. Sans déconner. Hein. Donc dans ce match-là, certes, c'était du match... j'ai l'impression un match hebdomadaire weekly de ce qui se passe à SmackDown. En sachant que l'histoire entre Zelina Vega et Chelsea Green, c'est simple. Zelina Vega, cette petite catcheuse luchador qui à la base était, on va dire, elle servait à rien, on va dire ça comme ça. Bon que j'adore Zelina Vega parce que je la trouve magnifique, mais je veux pas faire jalousie à Aleister Black, pour le coup. Et qu'elle est passée, on va dire, de loseuse à gagnante. C'est-à-dire, elle a surpassé la sécurité de Chelsea Green en battant 1 à 1. Et puis, c'est arrivé à Chelsea Green en quelle elle avait battu. Et à force de battre Chelsea Green à 2 reprises, la première c'était quand Chelsea Green elle a pas, si on va dire, respecté le script et qu'elle s'est fait décompter jusqu'à 10, donc c'était, on va dire, une victoire par coup de chance. Puis pendant le match pour le titre, auquel elle perd encore, Chelsea Green, et du coup on va dire que Zelina Vega elle a pris des forces et que c'est maintenant elle le chat noir, la bête noire de Chelsea Green. Chelsea Green. Voilà, pour la faire un peu à la manière de Samantha Irvine. Donc du coup, ce match-là, comme je l'ai dit, c'est un match de weekly et auquel il n'y a pas forcément trop grand-chose à raconter, si ce n'est que elle a tenté son Unprettier Kill Switch, Chelsea Green, mais que ça n'a pas passé, c'est passé en backstabber, tentative de tomber, même tentative de 619. Et à un moment donné dans le match, Chelsea Green elle va même saigner du nez. Donc je pense pas que c'est un nez cassé, mais à mon avis, peut-être un mauvais coup dans le nez. Ça peut arriver, quelque chose dans le genre de match. Une chose pareille peut arriver très rapidement sans qu'on s'y attend. Et pourtant, malgré toutes ces péripéties avec la sécurité, malgré les tentatives d'opportunisme de Chelsea Green, elle se fait encore avoir par Zelina Vega, qui arrive à battre Chelsea Green et qu'elle conserve son titre US. Donc vous avez compris, cette victoire de Zelina Vega et son règne en tant que championne ne fait que commencer, même si c'est dans un show spécial qui nous vend comme un pay-per-view premium live event, parce que oui, il faut le dire, les Saturday Night Main Event, auparavant, c'était pas des pay-per-view, encore moins un premium live event, c'était juste un show spécial. C'est juste que Wikipédia, ils adorent mettre ça comme si c'était un événement
digne d'un pay-per-view Premium Live Event, alors qu'on sait que ça n'en est pas un. Mais j'ajoute quand même PPV, PLE spécial, quoi. Je préfère vous le dire de manière très cordiale. Donc voilà tout. Maintenant le quatrième match. Match simple. Et ce n'est pas un titre en jeu. Et d'ailleurs c'est assez surprenant. Le match avec justement The Last Real Champion, John Cena, contre celui qui a été son ancien Némésis par le passé dans les années 2011 et que maintenant il se trouve en tant que fan dans un corps de petit garçon. Je veux bien parler de Air Vérité, donc R-Truth. Si ça continue, je vais sûrement l'appeler Air Foufou, hein, vu comment on peut le dire. R-Truth, il est vraiment fou quand il le veut. Alors, le match, je peux vous le dire en toute honnêteté, n'a pas été buildé comme il se doit. Et je sais pas pour vous, je crois que le match n'était pas, on va dire, si oufissime qu'on le dit. Parce que j'ai pas vu les retours, hein. Je préfère pas savoir si le show était bon ou mauvais, parce que de toute façon les avis sont parfois très partagés, si on a une bonne vision de la chose. Mais le match, on va dire, n'a pas été forcément, on va dire, m'a pas forcément trop emballé. Si ce n'est que j'adore R-Truth parce qu'il me fait vraiment rigoler. J'adore John Cena parce que ça a toujours été mon héros d'enfance. Pour que j'ai eu des petits démols par le passé, comme quoi il serait, on va dire, trop omniprésent, comme quoi il serait trop overcheaté as fuck, et que là, en tant que heel, je n'arrive pas forcément à le détester. Parce que, après tout, c'est une légende, c'est le GOAT, et que, qu'on le veuille ou non, c'est l'homme le plus titré actuellement. Voilà, même si c'est pas trop objectif ce que je dis, mais je préfère le dire de ma façon de penser. Pendant l'entrée de R-Truth, je sais qu'il s'était habillé en John Cena, et du coup, assez surprenant de voir que R-Truth s'habille comme son idole d'enfance. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que il faut savoir qu'en 2011, peut-être que je pourrais vous citer ce moment-là. Il faut savoir qu'en 2011, certes, R-Truth, au départ, c'était un mec qui s'habillait comme un mec de la rue, donc style rap hip-hop. Même bien avant la WWE, hein, je ne vais pas vous le mentir, mais il avait ce style auquel je trouvais que ça lui allait bien, et que, à force de faire des rimes et de chanter What's up à tout vaille, qu'on apprécie ou pas ce genre de style de musique, ou ce style de catch, ou le style des catcheurs, tu peux être en admiration totale. Et ce que fait R-Truth, il avait tourné heel en attaquant John Morrison, bien sûr, et que par la suite, il décide de s'attaquer à un autre palier, et c'est au palier John Cena. Comme quoi, il voulait, on va dire, l'affronter, tout ça pour le titre, et qu'il était, entre autres, victime de conspiration vis-à-vis d'un petit garçon imaginaire nommé le Petit Jimmy. Donc à chaque fois, il soupçonne le Petit Jimmy d'être responsable de ses malheurs, et qui n'hésitait pas à trash-talker même les fans de John Cena dans le politiquement correct et pas dans le incorrect. Parce que quand je dis trash-talk, c'est vrai qu'on peut se dire il a dire des insultes très osées. Ah, c'est vrai que c'est un peu exagéré. Sauf que là, non, c'était, on va dire, d'un premier degré très, on va dire, on pourrait dire peut-être enfantine, quelque chose comme ça. Mais voilà comment on pourrait, on va dire, qualifier ce genre de truc. Et qu'il avait perdu son premier match de championnat face à John Cena. Et que maintenant, enfin, c'est 2011. On va dire 5 ans plus tard. Non, 5 ans plus tard. C'est pas 5 ans plus tard, c'est 15 ans plus tard, excusez-moi. Oh putain. Non, vraiment, sincèrement, désolé. 15 ans plus tard, on va dire ça comme ça, eh bien, les deux s'affrontent pour le dernier match de Cena et pour la dernière opportunité au titre de la part de R-Truth. Et après, petit à petit, je pense que la personnalité du petit Jimmy, je pense qu'il a envahi l'esprit et le cerveau d'R-Truth. Et du coup, on se dit, là, c'est sûr, il a pété les plombs, il est devenu dingo, et que
il se met, on va dire, R-Truth, il se met dans la tête d'un fan, comme quoi bah, il a toujours été fan de John Cena depuis qu'il était petit, depuis sa plus tendre enfance. Alors qu'on sait la vérité à propos de R-Truth et John Cena, c'est que R-Truth est plus vieux que John Cena, qui est largement plus expérimenté que John Cena, et que de dire qu'il a été fan de John Cena depuis sa plus tendre enfance, c'est vrai que ça laisse... ça nous fait marrer quelque chose comme ça, hein, même si on n'y croit pas forcément. Mais vous avez compris, c'est plutôt pour le second degré, pour le premier degré, quoi. Et du coup, ben, en tant qu'on va dire dans la peau d'un fan de John Cena, eh ben, il veut essayer de retrouver ce John Cena positif, héros combatif, et pas un John Cena méchant, lâche. Donc il veut essayer de le raisonner et que John Cena, certes, le vrai John Cena, s'en tamponne complètement de ce qu'on peut lui faire. Beau qu'il avait un côté très ému quand on l'encourageait. Du coup, je pense que dans pas très longtemps, il pourrait pas tarder à devenir babyface. Je le pense, hein. Je le pense, mais on n'en est pas sûr, hein. On n'en est pas encore ici. Donc R-Truth a tenté tout ce qu'il pouvait. Pourtant, John Cena, intraitable, le maltraitait sur le ring. Il le maltraite, il le maltraite. Puis, il y a du répondant de R-Truth. Et du coup, ça s'envoyait on va dire, des coups de bélier portés à la volée, des shot powerbomb. On envoie un You Can See Me et un Five Knuckle Shuffle de la part des deux côtés, parce que oui, R-Truth pompe carrément les prises fétiches de John Cena. Donc il est en train de tout pomper. Puis au climax, je sais que John Cena va choper le titre, alors que l'arbitre vient de le voir, en disant non, monsieur Cena, mettez le titre à sa place. Lui, il s'en tamponne, il veut frapper avec, mais après, il y a un moment d'hésitation, il y a un moment auquel ben, il regarde R-Truth en disant qu'est-ce que je suis en train de faire, je vais pas forcément le faire. En même temps, j'ai pas d'autre issue, et puis je peux pas être en danger vu comment mon titre n'est pas en jeu. Je veux le frapper vu comment ce que je fais c'est pour ruiner le match et ruiner le catch. C'est ça mon intention. Puis R-Truth le regarde en disant non, tu peux pas faire ça. Ce n'est pas le John Cena que je connais. John Cena, le vrai, ne ferait jamais un truc pareil. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'hésitation à propos de John Cena. Il donne le titre à l'arbitre. Et qu'est-ce qu'il fait, John Cena, en opportuniste qu'il fait, avec la malice auquel il a gardé au plus profond de sa tête, c'est d'envoyer un coup de pied dans les bijoux de famille de R-Truth. Donc ça, c'est le pur basique du heal. Pour être plus malin, eh bien, il faut taper là où ça fait mal. Donc on pensait que dans ce match-là entre Cena et R-Truth, ce serait du menu frottin, surtout pour John Cena, à tel point qu'il a réussi à le faire un AA, Attitude Adjustment, qu'on pourrait qualifier de FU pour Fuck You. Donc il fait son fameux FU et il remporte le match. Même si dans le match, on va pas se mentir, les fans étaient en train de chanter You Can Wrestle, Fuck You Cena, Cena Sucks, Let's Go Cena. Bref, c'est du pur basique des fans. Donc vous avez compris, John Cena a remporté le match, mais heureusement que son titre n'était pas en jeu. Et par la suite, il voit que R-Truth se relève, et là, il lui offre ce coup de ceinture, parce que, après tout, le match est terminé, on donne un coup de ceinture. Et par la suite, il s'en va en étant le réel champion. Et c'est pas tout. Il y a dans ce Saturday Night Main Event, il y avait pas mal d'invités, des anciennes légendes, et même une légende, enfin, entre guillemets, du Mexique, et un catcheur qui vient du Mexique, El Hiro del Vikingo. Les personnalités, il y avait Mike Rotunda et Barry Windham, Jesse de Buddy Ventura, Jimmy Hart. Il y a quoi encore comme légende que j'ai vu, Bushwhacker Luke, je crois. Ah, il y a tellement de légendes auxquelles je pourrais vous citer, mais faut pas trop que je perde énormément de temps. Et d'ailleurs, il faut que je m'hydrate un tout petit peu. A tout de suite. Je poursuis après s'attaquer à quelques matchs auxquels je voulais vous citer, et même aussi à vous parler de tout ce que vous ignorez et auquel je préfère vous le dire, vu comment
Personne n'a osé vous dire ce qui se passe réellement en coulisses, comme ce qui se passe à la WWE, notamment dans l'organisation élite de la WWE, et à quel point on se dit que parfois on se demande si Triple H, la WWE, Shawn Michaels et tout, on va dire, les têtes pensantes qu'il y a autour, on se demande s'ils sont pas en train de nous manquer de respect. Mais bon, ça je préfère vous le dire de toute manière, vu comment tôt ou tard vous le saurez. Et j'ai préféré de vous dire quelques informations. Pourtant, après on va dire ce genre de match, après le match, eh bien il y a John Cena qui croise Jey Uso, parce que Jey Uso va affronter Logan Paul. Et il y a eu un face-à-face, et on s'est dit, peut-être qu'ils sont capables de faire un affrontement champion contre champion, pour les deux titres mis en jeu. Mais forcément, c'était juste un face-à-face, comme ça, de passage. Et que John Cena, je sais qu'il avait dit que lorsque Jey Uso aura perdu face à un influenceur, un youtubeur, un qui a de multiples casquettes pour tenter de réussir dans ce business comme dans la célébrité, eh bien, lorsqu'il aura perdu, il prendra conscience à quel point il aura été, on va dire, pas à la hauteur en tant que champion. Et j'en passe des trucs, hein, j'en passe des trucs auxquels ils se sont dit. Mais on s'est toujours demandé, est-ce qu'il va y avoir un affrontement? C'est fort possible. On va pas tarder à avoir la réponse. Si ce n'est que plus que 2 matchs après, c'est déjà terminé, oui. Match en cage d'acier, donc Damien Priest contre Drew McIntyre. Ah, ce match-là, entre les deux, on va dire les deux, les deux gaillards, les deux mastodontes, on a l'impression que ça ne s'est jamais terminé. Hein. On pensait que ça serait terminé à WrestleMania 41. Finalement, ils remettent le couvercle pour Saturday Night Main Event. C'est pour vous dire à quel point je pense que c'est un peu la rivalité de trop et qu'on s'est dit, ben, ok, les deux sont très bons. Au bout d'un moment, il faut lâcher la grappe avec ça. Il faut passer à autre chose. Eh bien, j'ai l'impression que Triple H ne voulait pas passer à autre chose hein, sur cette rivalité. Et du coup, je trouve qu'ils sont beaucoup mêlés les pinceaux à trouver une fin parfaite. Ça aurait dû se conclure à WrestleMania, mais non, il faut que ça se conclue au Saturday Night Main Event. C'est ça un petit peu le point noir dans tout ça, dans le booking de Triple H. Le match en soi, c'est pas un point noir, vu comment on sait comment les deux sont capables, et que dans ce match-là, ils ont fait de leur mieux pour utiliser la cage, pour essayer de s'échapper, ou encore de détruire ses adversaires, que ce soit l'un des deux. Drew McIntyre pouvait avoir l'avantage psychologique sur Damien Priest, parce qu'après tout, pour lui, Damien Priest, c'est celui auquel il aura pourri ses opportunités depuis WrestleMania 40, et du coup, ben, il veut à tout prix se débarrasser de lui, mais il essaye, mais tant bien que mal, alors que Damien Priest, lui, il veut à tout prix détruire quelqu'un qui pourrait le considérer comme un chouineur. D'ailleurs, à titre personnel, certes, Drew McIntyre, c'est un dur à cuire et auquel on sait que c'est le psychopathe écossais, le sexy écossais, le guerrier écossais, etc. Je pense que ces temps-ci, je pense que Drew McIntyre, certes, dans l'histoire, il est vu comme un râleur, un rageux, etc. Mais je trouve qu'il fait un peu pleureuse, je trouve. Hein. Quand il fait ses promos, j'ai l'impression qu'il chouine en blâmant qui que ce soit d'autre. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit depuis le début. Et quand il se blesse, ça lui porte pas bonheur. Hein. Clairement, ça lui porte que du malheur. Et que tout simplement, j'ai l'impression qu'il est fait en sucre et que la WWE n'est même pas décidée à le faire, on va dire, continuer son histoire de capturer un titre pour enfin être comblé. J'ai l'impression qu'ils sont dans la mentalité de on doit durer dans les temps, il faut que ça continue, ainsi soit-il. Mais au bout d'un moment, ça saoule clairement. Il faut une fin à tout ça. Pourtant, sans trop faire de transition ou
on va dire, de trop faciliter les choses. Je préfère, on va dire, aller directement à l'essentiel. Ça a été dans la démolition. Drew McIntyre voulait démolir Damien Priest avec des chaises, mais c'est Damien Priest qui va le démolir, notamment en faisant un concerto à la manière de Edge ou Christian, de faire un concerto sous la tête, et que par la suite, un coup qui vient de réaliser que Damien Priest, enfin, que Drew McIntyre est KO, qui ne bouge plus, Damien Priest, il se dit, ok, il ne bouge plus, j'en ai terminé avec lui, je sors de la cage pour mettre fin au match. Un dernier petit regard à son adversaire avant de poser le pied. Et du coup, c'est victoire de Damien Priest qui remporte le match. Et par la suite, j'ai lu quelque part comme quoi Drew McIntyre, il pourrait, entre guillemets, se faire soigner une blessure, vu comment il affirme d'être qui catch blessé. Mais bon, ça c'est quand on se préserve pas sa santé. Donc espérons que ça va pas, on va dire, se reproduire une nouvelle fois cette rivalité là, parce qu'au bout d'un moment donné, les deux catcheurs, faudrait qu'ils passent à autre chose. Pas toujours affronter les mêmes chaque semaine. C'est trop répétitif, trop redondant et ça nous donne pas envie. Donc voilà ce que je voulais en dire là-dessus. Maintenant, le main event pour le titre du monde poids lourd de la WWE, Jey Uso contre Logan Paul. Ce match-là, je sais qu'il y a des choses à dire. Donc pour être honnête, voir Logan Paul dans un match pour un titre mondial, quelque part ça peut faire grincer des dents à certains, même si l'idée de le voir affronter les meilleurs des meilleurs n'est pas, on va dire, si déconnant que ça. Si ce n'est qu'on ne veut pas forcément le voir gagner contre un champion établi, entre les guillemets, de la manière de Jey Uso. J'essaie de dire du positif à propos des deux là, mais parfois ça c'est plus fort que moi. J'ai envie de dire ce qui ne va pas avec Jey Uso, comme ce qui ne va pas avec Logan Paul. Logan Paul, je sais qu'il est incroyable, ça c'est sûr et certain. Mais ce qu'il faut savoir à propos de Logan Paul, c'est que il est jamais présent, quoi. C'est ça le problème, il est jamais présent. Et de voir quelqu'un d'influenceur devenir champion du monde, même s'il a déjà été champion des États-Unis, on veut pas d'un part-timer qui n'est jamais là. Nous, c'est sûr et certain, on ne veut pas voir un part-timer. Ils sont possibles qu'ils pourraient le faire à l'avenir, même si ça va faire des rageux. Donc pour vous dire à quel point c'est tellement, on va dire, un peu trop facile de faire ce genre de truc. Ce genre de petite feud sans build-up, sans rien de constructif. Ça c'est dommage. Clairement ça c'est dommage. J'ai pas besoin de tout citer dans le match parce que je sais que les deux donnent de leur capacité à faire tout ce qu'ils peuvent faire. Si ce n'est que pour Logan Paul, les Birdshot Lariat, les Moonsault en tout genre. Tout ce qu'il préfère en termes de voltige, ça concerne Logan Paul. Et concernant Jey Uso, c'est que du basique, super kick, et des super kick parties, spear, Samoan drop, et j'en passe des trucs. Donc j'ai pas besoin de tout citer, si ce n'est que il va avoir un ref bump quand Jey Uso était presque sûr de remporter le match avec son Uso Splash. Eh bien, il fait le tomber. Et qui c'est qui arrive pour le, entre guillemets, coûter la victoire? Tout simplement, John Cena. John Cena qui arrive et qui décide d'attaquer Jey Uso, donc de manière pas très, on va dire, légale, en sachant que l'arbitre il fait dodo à l'extérieur du ring. Et c'est pas tout, car il y a un revenant qui arrive pour coûter et briser l'élan de John Cena, essayer de briser l'élan en tout cas. Eh bien, il s'agit de American Nightmare, Cody Rhodes. Donc, il arrive, il attaque John Cena en le faisant à Crossroads, et par la suite, il laisse la chance à Jey Uso de finir le match très rapidement. Si ce n'est que Logan Paul voulait le frapper avec son Lucky Punch, mais il se fait accueillir par un super kick et un frog splash. L'arbitre arrive et fait le compte de 3. Donc c'est victoire de Jey Uso
Et à la fin du match, ben, tout simplement, Cody Rhodes, il prend le micro en s'adressant à John Cena, et qui concerne aussi Logan Paul, en disant qu'il est là pour une seule raison, c'est d'arrêter ben, le règne de terreur de John Cena, on va dire l'arrêter à tout prix, essayer de l'arrêter, et que ça concerne également Logan Paul, vu comment ils ont tous les quatre des problèmes l'un pour l'autre. Pourquoi pas régler ça dans un match par équipe à Money in the Bank, qui va se dérouler à Los Angeles. Et du coup, ben, je crois que le décor est planté. Déjà, c'est déjà planté. On aura un match entre Cody Rhodes qui fait équipe avec Jey Uso contre John Cena qui fait équipe avec Logan Paul. À Money in the Bank. Donc voilà comment se clôture ce show de Saturday Night Main Event. Et maintenant, je passe directement à la conclusion de cette fin de vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.